Quand on pense à la télévision japonaise, on a souvent ce genre d'images qui viennent en tête. Et forcément, ça pose des questions. Déjà, qu'est-ce que je viens de voir? Mais surtout, y a-t-il une limite dans les émissions japonaises? Un contrôle, des lois? Pourquoi et comment en sont-ils arrivés à ce genre de programme? Et risquent-ils de débarquer un jour sur les chaînes de télé françaises? Bref, aujourd'hui, on va s'intéresser à la télévision Made in Japan. Avant de rentrer dans le détail des émissions et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, on va faire un petit tour d'horizon du paysage audiovisuel japonais. Au Japon, tout comme en France, il y a des chaînes publiques et des chaînes privées. Les chaînes publiques, leur France Télévisions à eux, s'appellent la NHK, Nippon Hoso Kyokai, littéralement la compagnie de diffusion du Japon, qui a été lancée en 1953. À l'époque, le Japon, baigné dans le capitalisme américain suite à leur défaite lors de la Seconde Guerre mondiale, va se tourner très tôt vers les chaînes privées commerciales. Et quand je dis très tôt, c'est carrément la même année que la chaîne publique, puisque la première chaîne de télévision privée, Nippon TV, arrive elle aussi en 1953. Donc le gouvernement japonais n'a jamais eu de monopole sur la télévision. À titre de comparaison, en France, la télévision publique a été fondée en 1949 et durant 25 ans, il n'y avait que les chaînes publiques. C'était un monopole d'État. Il faudra attendre 1984 pour voir apparaître la première chaîne de télé privée en France, Canal+. Ce choix d'ouverture de la télévision japonaise au privé dès la première année, en 1953, va dessiner le paysage audiovisuel, puisqu'une multitude de chaînes privées vont voir le jour très rapidement, telles que TBS, Tokyo Broadcasting System en 1955, Fuji TV en 57, TV Asahi en 59 et TV Tokyo en 64. Ces 5 chaînes privées et les 2 chaînes publiques de la NHK forment les chaînes nationales qui perdurent encore aujourd'hui au Japon. Se rajoute à tout ça une multitude de chaînes régionales, locales et les chaînes câbles et satellites. Et au Japon, comme partout, il y a un tas de programmes complètement différents. Du JT aux animés, en passant par des télécrochets, de la télé-réalité, des émissions de talk, des feuilletons, bref, un peu de tout. Mais ce qui retient le plus l'attention des Occidentaux, ce sont les émissions de divertissement, parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes codes que chez nous. Ce type d'émission est d'ailleurs diffusé quasi exclusivement sur les chaînes privées, la télé publique japonaise ayant une image plutôt éducative et culturelle. Mais bref, dans cette case de programme, on retrouve par exemple Akabingo, une émission diffusée entre 2008 et 2019 sur Nippon TV où des membres du groupe de J-pop AKB48 s'affrontent chaque semaine sur toutes sortes d'épreuves, dont la plus connue consiste à placer un cafard dans un tube, mettre une chanteuse à chaque extrémité et les faire souffler dans le tube jusqu'à ce qu'une des deux finisse par avaler le cafard. Une autre émission de Nippon TV, Toré, une sorte de mi-Fort Boyard, mi-Indiana Jones, où l'une des épreuves consiste à faire répondre des candidats à des questions de culture générale pendant qu'ils se font momifier. Alors, j'espère que cette personne n'est pas claustrophobe et qu'elle peut encore respirer surtout. On peut aussi citer Spread Your Leg. Littéralement, en français, ça se traduit par écarte les jambes. Pas besoin de beaucoup d'explications, hein. Là, je pense que les images résument très bien le concept. Ne vous inquiétez pas, en termes de torture, il y en a aussi pour les garçons. L'émission japonaise la plus controversée d'ailleurs dans ce style torture physique et mentale reste quand même Denpa Shonen Teki Kensho Seitakutsu. Je suis pas certain de la prononciation, mon japonais est pas forcément très bon. Bref, dans cette émission, diffusée en 98 sur Nippon TV, un candidat, Tomoaki Hamatsu, a été enfermé nu dans une pièce sans nourriture et ne pouvait en sortir que quand il avait cumulé la somme de 1 million de yens, soit 8 000 € uniquement en jouant à des jeux concours dans des magazines. Il y est resté pratiquement 1 an, filmé et diffusé en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, seul et entièrement nu.
L'émission aura eu sur lui des traumatismes psychologiques irrémédiables. Surtout que son aventure ne s'est pas arrêtée au bout d'un an, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus car il existe déjà un documentaire entier qui raconte l'histoire de cette émission. À la télévision japonaise, il n'y a pas que des émissions qui questionnent autour de la torture ou de l'humiliation. Non, le caractère sexuel a lui aussi son lot de programmes, comme par exemple Strip the Girl, où des participants masculins doivent s'élancer sur une pente savonneuse et tirer des sacs de haricots pour casser des briques, révélant une femme nue cachée derrière. Un concept quand même très compliqué pour finalement juste montrer une meuf à poil, quoi. Un cran au-dessus, il y a encore Orgasme War, où des hommes hétéros reçoivent des fellations d'hommes homosexuels. Le but pour les homosexuels est de faire jouir les hétéros, et pour les hétéros, c'est de ne pas jouir. Voilà, quoi dire de plus sur ce programme? Pas grand chose, à part que dans ce que j'ai pu voir, l'hétéro a fini par jouir. Cette vidéo ne sera jamais monétisée. Dans le même genre, on a aussi Tokoi-Chok, où des hommes doivent faire un karaoké, alors jusque-là tout va bien, mais en se faisant masturber par une hôtesse. Le but est de réussir à continuer de chanter les bonnes paroles sans être déconcentré. Bref, voilà un petit florilège de ce qu'on peut trouver de plus particulier à la télévision japonaise. Des programmes extrêmement éloignés de nos standards occidentaux, que ce soit dans le fond, comme on l'a vu, mais aussi dans la forme. Maintenant, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi la télévision japonaise ressemble-t-elle à ça? Et surtout, où se trouve la limite de l'interdit? Pour ce qui est des interdits, il faut savoir que la télé au Japon est là aussi complètement différente de la nôtre. En France, on a l'Arcom. C'est le nouveau nom du CSA pour les plus vieux. En gros, ce sont les gendarmes de la télévision et aussi maintenant d'Internet. C'est une instance publique mais indépendante dont la mission est de faire respecter les lois audiovisuelles. En France, il y a des lois qui précisent plus ou moins clairement ce qu'une chaîne a le droit de diffuser ou pas. Et c'est aussi eux qui vérifient l'âge requis pour chaque programme. Vous savez, les fameux interdits au moins de 12, de 16, de 18, etc. Et enfin, les spectateurs peuvent alerter l'Arcom sur des séquences diffusées à la télévision qu'ils jugent problématiques, et l'Arcom peut effectuer une enquête et sanctionner si besoin. Les actions peuvent aller du simple rappel à l'ordre jusqu'à potentiellement la fermeture d'une chaîne, en passant par des amendes ou des sanctions économiques, comme l'interdiction de diffusion de publicité, donc la ressource d'argent d'une chaîne. Alors pour certains, l'Arcom est trop laxiste, pour d'autres, elle est trop sévère, ça c'est un autre débat, et c'est possible un sujet pour une prochaine vidéo. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, au Japon, ça marche pas tout à fait comme ça. Il n'y a pas vraiment d'instance comme l'Arcom. Il y a bien une commission chargée de superviser l'audiovisuel japonais, mais elle a deux problèmes. Déjà, elle n'est pas indépendante du pouvoir politique, puisque c'est le ministre des Affaires internes et de la communication qui est chargé de contrôler les chaînes. Ça s'apparenterait à de la censure politique unilatérale. Mais de toute façon, ça ne risque pas d'arriver, puisque l'autre problème, c'est que les sanctions ne peuvent pas être appliquées. Déjà parce que l'éventail des sanctions est pas ouf. Il y en a que deux. Interdire l'émission pour une durée de moins de 3 mois, ou carrément interdire la chaîne pour toujours. Voilà, autant dire que les sanctions sont très lourdes dès le départ et qu'il y a très peu de nuances. Donc elles ne sont jamais utilisées. Et en plus de ça, la seule loi de la communication audiovisuelle par voie hertzienne dont pourrait se servir le ministre pour sanctionner est en réalité une directive morale sans valeur juridique. D'ailleurs, le premier article de cette pseudo-loi fait valoir l'autonomie des chaînes à s'auto-réguler. En gros, chaque chaîne doit rédiger ses propres règles déontologiques, les rendre publiques et s'oblige elle-même à les suivre. Donc ça veut dire qu'ils peuvent quasiment faire ce qu'ils veulent du moment où c'est annoncé dès le départ. Vous vous en doutez évidemment, ça a très vite dégénéré et dès les premières années, dans les années 50, l'opinion publique a accusé les chaînes privées de faire des émissions trop vulgaires ou choquantes. En 1959, le gouvernement japonais impose alors aux chaînes privées de créer pour chacune en interne une commission de déontologie. Donc des gens employés de la chaîne qui doivent dire si leur propre entreprise dépasse les bornes ou pas. Vous l'avez sûrement déjà compris, mais ça n'a pas servi à grand chose. La commission de déontologie étant soit d'accord avec ce qui est diffusé, soit pas d'accord, mais pas non plus du tout écoutée par la chaîne elle-même. Et ces commissions, elles sont toujours d'actualité aujourd'hui.
c'est toujours la seule façon qu'a la télévision japonaise pour se créer des limites. Alors, si on veut vraiment aller au bout des choses, il existe une autre organisation, la BPO, Broadcasting Ethic and Program Improvement Organization. Créée en 1997 et financée par la NHK, donc la télé publique, ainsi que toutes les chaînes privées commerciales de télévision et de radio par voie hertzienne terrestre. Leur mission est justement d'assurer l'éthique des programmes et de chercher à les améliorer. Seul problème, eh bien cette organisation n'a aucun lien avec l'État et surtout aucun pouvoir juridique. Donc aucune chaîne n'est obligée de les écouter ou de suivre leurs recommandations. Bref, vous l'aurez compris, le choix qu'a fait le Japon pour l'audiovisuel, c'est l'autorégulation. Chaque chaîne doit elle-même se dire là je suis en train de dépasser les bornes, que je me suis d'ailleurs moi-même fixé, donc je ne le fais pas. Le problème, c'est que les spectateurs, peu importe le pays d'ailleurs, eh bien ils aiment le trash, ils aiment que les limites soient franchies. Et pour les chaînes privées, plus il y a d'audience, plus les publicités se vendent cher et donc plus il y a d'argent. Et forcément, tout ça finit par créer une course à l'audience entre les chaînes, une compétition à faire toujours plus et donc au franchissement de ses propres limites. Mais d'ailleurs, est-ce que ces limites sont réellement franchies? Les téléspectateurs japonais sont-ils choqués par ce genre d'émission qui utilise la souffrance physique comme dans cet extrait? L'humiliation, comme ici? Ou encore le contenu sexuel, comme là? Eh bien, pas exactement. En réalité, c'est nous, occidentaux, qui sommes choqués. Mais il ne faut pas généraliser toutes les sociétés et les cultures. Ce qui est choquant pour certains, ne l'est pas pour d'autres. Par exemple, dans la société japonaise, les formes d'humour sont différentes. Les situations embarrassantes, absurdes ou encore l'humiliation font partie de l'humour japonais. Il n'y a donc pas cette vision dégradante comme on l'a en Occident. Ensuite, le Japon est une société collectiviste, où la pression sociale est très forte. Il faut être dans les normes dans la vie de tous les jours, se conformer à la société. Mais les Japonais ont des lieux ou des moments où ils peuvent s'évader temporairement de ces normes, comme pour faire redescendre la pression. Comme par exemple avec le cosplay, les cafés à thème ou encore le karaoké. Eh bien, ces émissions de télévision permettent aussi ça, que ce soit pour les candidats ou pour les spectateurs. Et d'ailleurs, on sent très bien que la télévision japonaise, elle ne nous est pas du tout destinée à nous, culture occidentale, ne serait-ce que dans les montages et les bruitages. Prêtez attention à ça dans les extraits qui vont suivre. Culturellement, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur nos chaînes de télé, et c'est normal, c'est destiné à des Japonais, pas à des Occidentaux. Et l'inverse est tout aussi vrai. Pour les Japonais, notre télé est beaucoup trop différente de la leur. Donc au final, les émissions japonaises paraissent bizarres à l'étranger parce qu'elles reflètent des traditions culturelles, un sens de l'humour et un rythme spécifique au Japon. Mais c'est aussi ce contraste qui la rend tellement intéressante et originale. La dernière question qu'il faut aborder, c'est est-ce que ce genre d'émission pourrait débarquer en France? La réponse est oui et non. En tout cas, pas sans adaptation. Là encore, pour une histoire de code et de culture. Mais par exemple, l'émission Silent Library, où des candidats doivent faire des gages, souvent des sévices corporels, essayant de ne pas émettre de bruit pour ne pas alerter la bibliothécaire, eh bien ça a été adapté en France. Ça s'appelait Chut 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 sur W9 et ça avait été diffusé de 2009 à 2010. W9 qui avait d'ailleurs déjà essayé d'importer la télévision japonaise en 2006 avec Menu W9, une émission présentée par Benjamin Morgan et Vincent de Zania où ils diffusaient et commentaient des épisodes de Takashi Castle, l'incontournable jeu télé japonais où une foule de candidats partait à l'assaut d'un château en réalisant des épreuves loufoques telles que marcher sur des pierres ou courir vers des portes en devinant quelle est la bonne pour ne pas se manger un mur. D'ailleurs, certains d'entre vous ont dû penser à Fall Guys en voyant ça. Eh bien, c'est normal puisque l'équipe du jeu vidéo s'est largement inspirée de l'émission japonaise Takashi Castle pour faire Fall Guys. Maintenant, pour ce qui est du reste des émissions, le plus trash pour notre culture, il ne pourrait pas voir le jour en France, puisque les lois audiovisuelles françaises sont beaucoup plus strictes qu'au Japon. Et surtout, la société française serait outrée de voir ça débarquer à la télé.
Bref, pour plein de raisons, ça ne passerait pas. D'ailleurs, même sur YouTube, ça ne passe pas. La quasi-totalité de ces émissions sont supprimées de la plateforme puisqu'elles ne respectent pas les règles de YouTube. Voilà pour notre tour de la télévision japonaise. Évidemment, j'ai parlé des émissions choquantes, mais je le rappelle, la télé au Japon ne diffuse pas que ça. Il y a aussi plein d'autres émissions qui ressemblent à ce qu'on a l'habitude de voir chez nous. En bref, la télévision japonaise, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste différent. Il y a encore plein d'autres pays où la télévision est complètement différente de la France et on s'intéressera à un autre pays la prochaine fois. Alors moi j'ai déjà des idées, comme par exemple la Russie, mais dites-moi en commentaire quels sont les pays que vous souhaiteriez qu'on aborde dans les futures vidéos de cette série. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important, et moi je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 18 h pour une prochaine vidéo. Salut!